20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à tous, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique du mardi. Nous sommes toujours tous chez nous pour respecter les consignes de sécurité. Et aujourd'hui, notre invité est Ludovic Mendes, député La République En Marche de la 2e circonscription de la Moselle. Bonsoir Ludovic Mendes. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, d'avoir accepté notre invitation. Au programme de ce 20h l'invité à la maison, les violences policières. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, avait interdit la clé d'étranglement qui fait tant débat technique d'interpellation. Elle restera finalement autorisée en attendant une nouvelle technique. Juste avant ça, on évoquera les élections municipales. Le deuxième tour a lieu dans moins de 2 semaines maintenant. Le 28 juin, les Français d'environ 5000 communes vont pouvoir voter pour leur maire. On fera le point sur ces élections pour votre parti, La République En Marche, qui semble mal engagée. Dimanche, le président de la République s'est adressé aux Français. Il a détaillé la phase 3 du déconfinement et notamment la relance économique. Emmanuel Macron souhaite produire davantage pour ne pas dépendre des autres et fera tout pour éviter un maximum de licenciements. Autre annonce du chef de l'État, le retour obligatoire à l'école pour tous les élèves de primaire et de collège. Le protocole sanitaire doit être allégé. Est-ce la solution? On fera le point sur la question. Réagissez sur nos réseaux sociaux. Posez vos questions à Ludovic Mendes. Hashtag Fréquence ESJ sur Facebook, Twitter ou Instagram. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Ludovic Mendes. C'est parti. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Ludovic Mendes, avant de revenir sur votre parcours plus en détail, vous allez devoir passer devant le physio de Fréquence ESJ. C'est simple, c'est lui qui va décider si vous allez pouvoir entrer, participer à l'émission. Je vous laisse donc entre les griffes de Flo le physio. Bonsoir, carte d'identité s'il vous plaît. Ludovic Mendes, 33 ans. Mais tu me dis un truc toi? T'es pas de Metz? Waouh, t'as changé frérot, tu me reconnais pas? C'est FA Robert Schumann de Metz. On était dans la même classe, BTS négociation relation client. À l'époque, on t'appelait Ludo le Bédo. Bah non, oh pas mal le make-up, c'est bon, tu peux entrer. Ah, t'es déjà dedans. Mais non, Ludovic Mendes, c'est pas le mec d'Eva Mendes, c'est un vieux pote d'école. Réfléchis un peu, il vient d'une famille d'ouvriers. Eh Lulu, t'es comme moi, t'as percé. J'ai vu dans les journaux que t'étais député de la République qui marche, là, de la Moselle. Maintenant, contrairement à il y a 8 ans, tu dois mettre plus que 10 balles par mois sur ton compte épargne. Attends Ludo, si je me souviens bien, t'étais socialiste avant. En fait, t'es passé de l'OM au PSG. T'as lâché le PS qui était dans le mal pour être en tête du classement avec la République qui marche. Je comprends, moi j'ai fait pareil quand j'ai changé de marque de crampons. J'y pense en parlant de crampons. Il y a un mec en commun du rugby de Metz qui m'a dit que toi, le pilier de la réserve, t'es devenu une racaille. T'es pas super pote avec l'URSSAF. Hein. Pareil que ta boîte durable, elle a pas duré. T'as été assigné en justice en 2016 et t'as été condamné. Ah, je sais frérot, t'as fait appel. Bah non, je te vois venir, t'inquiète, je vais t'expliquer pourquoi on l'appelait Ludo le Bédo. Bah ouais, mon Lulu, tu fumais du cannabis à l'époque. C'est peut-être pour ça que tu veux encore le légaliser aujourd'hui. Tu dis que c'est pour aider les malades, le bien-être et pour s'amuser. T'as pas changé, mon Ludo. Bon, moi j'ai du taf. Passe à la maison la semaine pro. Je te ferai un pâté lorrain. C'est ma spécialité. Ouais, c'est bon, tu peux rentrer. Mais bon, pas plus d'1 heure. Merci Florian Michelin. Évidemment, on laisse entrer Ludovic Mendes dans 20h l'invité. Et je le rappelle, la drogue, c'est interdit et surtout très dangereux. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé, Ludovic Mendes, de ce portrait un peu spécial? Il était pas mal, c'est bien résumé. Par contre, je ne passerai jamais de l'OM au PSG, c'est vraiment, vraiment impossible. Et je veux juste qu'on soit clair là-dessus. C'est Il n'y a clair, qu'une tout seule est dit. équipe dans mon cœur et ça restera l'OM. Tout est dit. Merci Ludovic Mendes. Merci encore Florian Michelin. Dans quelques minutes, on reviendra donc sur votre parcours politique. Tout de suite, c'est le mot du jour. Un mot qui résume la grande actualité de ce mardi 16 juin, choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ. Ce mot, c'est manifestation. Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Ludovic Mendes. Les soignants sont de retour dans la rue et se sont rassemblés pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital en plein Ségur de la santé. Après 3 mois de crise sanitaire, médecins, aides-soignants et infirmiers ont commencé à manifester un peu partout en France. 220 rassemblements étaient prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale organisée à l'appel d'une dizaine de syndicats et collectifs de soignants. L'objectif était de mettre à profit le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire
afin d'obtenir des avancées pour les salariés des hôpitaux et des EHPAD. Les soignants en première ligne face au Covid-19 réclament un plan de recrutement et une revalorisation générale des salaires de l'ordre de 3 à 400 euros selon les syndicats. Ils souhaitent également l'arrêt de toutes les fermetures d'établissements, de services et de lits. Ludovic Mendes, est-ce que vous croyez en Ségur de la santé, je le rappelle, qui est censé calmer et revaloriser les soignants et leur travail? Bien sûr que j'y crois. Je ne veux pas dire que j'y crois pas. Après, certains syndicalistes nous expliquent que ça ne va pas dans le bon sens parce que c'est des discussions actuellement. Il est toujours compliqué de se dire qu'on discute et en même temps on manifeste, parce qu'on manifeste souvent quand on n'est pas entendu. Là, il y a une discussion qui est menée. Il y a des réponses à apporter. Et c'est vrai que nous, dans le Grand Est, le Covid-19 nous a fait vraiment mal. D'ailleurs, le département de la Moselle, sur la région Grand Est, compte le plus de morts touchés par le Covid-19, dont la Covid-19, pardon. Donc, on a des réponses à apporter. Il y a des débats après sur les fermetures d'hôpitaux ou même de services. Il y a des endroits où on a plus les mêmes besoins et il y a des endroits où on a beaucoup de besoins. Et il faut aussi accepter de dire que quand on ferme d'un côté, c'est souvent pour remettre du personnel dans un autre hôpital ou dans un autre service. Et d'ailleurs, c'est pas que le public, parce que le privé le fait. Alors, vu que c'est le privé, on râle un peu moins parce que on se dit que c'est pour d'autres raisons, mais les 3/4 des hôpitaux privés se réunissent dans un seul endroit. Par exemple, à Metz, si on prend les hôpitaux privés de Metz, ils avaient 4 hôpitaux, ils n'en ont plus qu'un seul. On prend les cliniques privées, qui est aussi dans ma circonscription, ils étaient 2. Ils ont prévu d'en faire plus qu'une seule aux alentours de 2025 à peu près. À Strasbourg, on a la clinique Réna qui a réuni aussi plusieurs structures en une seule. Donc, on voit qu'il y a besoin. Ah, on ne vous entend plus, Ludovic Mendes. Il y a peut-être quelques problèmes de connexion. On est toujours tous chez nous, donc c'est normal. Parfait. On vous entend à nouveau. Allez-y. Donc, je disais qu'il y a peut-être des besoins de recentrer certains hôpitaux dans un seul lieu pour avoir plus de personnel, plus de matériel. Et puis, parce que dans certains endroits, les hôpitaux sont vétustes et que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de les entretenir que de reconstruire. Donc, on entend tout ça. Merci Ludovic Mendes, merci Théo Grévin. On vous retrouve en fin d'émission pour l'agenda politique de la semaine, 20h06 déjà sur Fréquence ESJ Hits and Talk. On aborde donc tout de suite votre parcours, Ludovic Mendes. Vous êtes actuellement député La République En Marche de la 2e circonscription de la Moselle. Bonsoir Axel Savoie. Bonsoir Ludovic Mendes, vous êtes un député La République En Marche de 33 ans. Et vous avez fait vos premières armes au mouvement des jeunes socialistes, puis au PS. Pourquoi vous êtes-vous lancé en politique pour commencer? Je ne sais même pas si j'ai toujours été attiré en fait par la chose publique et par la politique. Je suis très engagé, surtout sur ce qu'on peut appeler des sujets sociétaux. Et c'est aujourd'hui, ça se voit aussi dans mon parcours de député. Et l'envie de changer parfois le quotidien des Français en sortant des dogmes politiques classiques. Pourquoi le socialisme, pourquoi le PS plus précisément? Parce qu'à ce moment-là, l'échiquier politique était un peu plus fermé, on va dire, et je ne me retrouvais pas dans les valeurs de ce qu'on appelait l'UMP à l'époque, surtout quand Nicolas Sarkozy était président. D'ailleurs, je me suis engagé après le discours de Grenoble, qui pour moi était un discours très compliqué et qui fracturait la société française. Donc j'ai fait le choix d'aller vers le mouvement des jeunes socialistes, puis vers le Parti socialiste, où il y avait plusieurs tendances. On appelait ça les ailes gauche, droite et centristes du Parti socialiste. Donc moi, j'ai fait le choix de rejoindre ce mouvement, comme j'aurais pu rejoindre peu de temps après l'UDI, qui avait été lancé entre 2007, si je ne me trompe pas dans les dates. En 2016, vous rejoignez le mouvement de jeunesse de LREM, les Jeunes avec Macron, puis vous devenez candidat à La République En Marche lors des élections législatives de 2017 à la 2e circonscription de la Moselle. Vous avez été exclu du PS au même moment. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce virage vers Emmanuel Macron? Alors, j'ai rejoint les jeunes avec Macron en fin 2015, quand ça a été lancé d'ailleurs, suite aux différentes positions qui avaient été prises après les attentats du Bataclan, où je ne me retrouvais pas en fait dans la déchéance de nationalité. Donc, j'ai voulu m'engager auprès d'une personne avec qui je partageais ces valeurs de reconstruction de la politique et des problématiques sociétales. Et après, quand il est parti, je trouvais normal de suivre le mouvement En Marche et de m'engager dedans. Et pour moi, aujourd'hui, j'allais dire, ça a été le jackpot, entre guillemets. Vous avez été par le quinquennat de François Hollande de manière générale?
Non, je ne dirais pas que j'étais déçu de manière générale. J'ai été sur certaines positions. Je l'ai dit, hein, sur ce qui s'est passé après le Bataclan et sur sur des promesses qu'il a dites et qu'il n'a pas tenues. Mais je ne parle pas de la taxation des riches ou autre. Je parle d'engagements sociétaux qu'il n'a pas tenus. J'ai soutenu, Donc, moi, vous la dites, réforme du travail. vous dites être engagé pour l'Union européenne, l'attractivité de la Moselle, la mobilité, mais aussi le handicap. Pourquoi cet intérêt pour le sujet du handicap? Parce que dans ma famille, on est concerné par le handicap. Par exemple, nous sommes 5 dans la famille la plus resserrée. Sur les 5, j'ai 4 travailleurs handicapés reconnus comme travailleurs en situation de handicap. Et j'ai un petit frère qui est touché par une sclérose en plaques. Et il est important pour moi de me battre pour les personnes en situation de handicap parce qu'on l'oublie souvent. Ce sont des personnes qu'on oublie en fait dans la société et qui se sentent seules. Et les politiques publiques sont repoussées en permanence. Et je pense qu'il faut que nous accélérions Sur ces dernières années, en fait d'inclusion. L'inclusion des handicapés, est-ce que notre regard sur l'inclusion des personnes handicapées a changé, selon vous? Alors, excusez-moi, j'ai très mal compris la question. C'est un peu, ça a été mâché. Alors, selon vous, est-ce que notre regard sur l'inclusion des personnes handicapées a changé? Je pense pas que le regard sur les personnes en situation de handicap ait changé, étant donné que notre société n'est pas autant inclusive qu'on l'aimerait, et que malheureusement pour certains c'est encore compliqué de se déplacer, de trouver un emploi et de se sentir vraiment inclus dans la société. Après, le regard a changé, il est important que le politique le prenne en compte, mais on va pas assez loin et pas assez vite. Avant d'être député, vous avez eu un passé de dirigeant d'entreprise, vous étiez à la tête d'Enid, une entreprise de nettoyage que vous avez vous-même créée. Vous qui connaissez les enjeux et les difficultés de la gestion d'une entreprise, est-ce que vous voyez une solution pour aider celles mises en difficulté par la crise sanitaire, en particulier les petites entreprises? Alors, Ludovic Y a pas, Mendes, allez-y. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, allez-y. Pour moi, il n'y a pas de solution miracle. Et aujourd'hui, dans ma circonscription, tous les chefs d'entreprise que je rencontre nous disent que ce qui a été mis en place par le gouvernement les a vraiment aidés. Donc maintenant, il faut continuer dans cette dynamique-là et préparer l'après-crise pour relancer la machine économique. Mais là, je pense qu'on est tous concernés et on doit tous jouer un rôle. Toujours en ce qui concerne votre entreprise, celle-ci a été liquidée en 2016 et vous auriez 168 000 euros de dettes que vous devez essentiellement à l'URSSAF. Alors, Axel Savoie, on ne vous entend pas très bien. Ou de contrôler une entreprise. Axel Savoie, est-ce que vous pouvez recommencer votre question, s'il vous plaît? Il y a des petits problèmes de connexion. Alors, je disais toujours en ce qui concerne votre entreprise, celle-ci a été liquidée en 2016, Ludovic Mendes, et vous auriez 168 000 euros de dettes que vous deviez essentiellement à l'URSSAF. Alors, les élus doivent preuve d'exemplarité, j'ai l'impression d'être décalés par rapport à ce précepte. Alors, je voudrais juste tout le monde se base sur un article qui est paru pendant la campagne et juste après, il y a maintenant 2 ans, qui est erroné. Cela a été démontré au tribunal. Le montant n'est pas de 168 000 euros, ce n'est pas une dette URSSAF. La dette URSSAF est de 13 000 euros, pour le dire. Et j'aime ne pas m'étaler sur une affaire qui est toujours en cours en termes de justice, étant donné que j'ai fait appel et qu'elle sera jugée début septembre. Et quand la décision de l'appel sera définitive, à partir de là, on pourra en reparler. Enfin, en tant que député, quels sont vos objectifs et vos projets pour cette France qui sort de la crise sanitaire? De continuer à être présent dans les besoins du quotidien auprès des personnes de ma circonscription et de faire évoluer notre pays. Mais je ne suis pas seul. Je ne peux pas faire grand-chose. On a un gouvernement et on doit être tous ensemble. Merci Ludovic Mendes. Merci Axel Savoie. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou Instagram. N'hésitez pas, posez vos questions à Ludovic Mendes, député LREM, et nous les lui poserons. Pour ça, un hashtag fréquence ESJ. Ludovic Mendes, un retour à la normale a été annoncé dans les écoles et les collèges par Emmanuel Macron dimanche. La présence des élèves est de nouveau obligatoire pour tout le monde à partir du 22 juin. Mélodie Sforza, vous nous expliquez ces annonces. Dans les crèches, les écoles et les collèges, la reprise des cours en classe pour les élèves est obligatoire à partir de lundi prochain. Pour les lycées, c'est un peu différent. La reprise n'est pas totale. Le baccalauréat se fait donc sur contrôle continu et l'oral de français pour les élèves de première est toujours annulé. Mais surtout, Manon, même si le protocole sanitaire s'allège, les gestes barrières restent obligatoires.
Le masque reste prescrit pour les collégiens et les lycéens lors de leurs déplacements, ainsi que pour les encadrants. Et évidemment, on n'oublie pas de respecter les 1 mètre de distance. Et Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a donné rendez-vous aux principaux syndicats du secteur hier pour que le nouveau protocole soit expliqué. 2 semaines, c'est très important, chaque jour compte. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, a rappelé le ministre de l'Éducation sur Europe 1. Le principal changement sera donc celui de la distanciation physique. Jusqu'ici, seuls les groupes de 15 élèves étaient autorisés. À partir de lundi prochain, la distance sera moins contraignante. 1 mètre de distance sera donc suffisant. Le syndicat national des enseignants du second degré estime que ces annonces représentent une bonne nouvelle. L'école n'est donc plus facultative. Merci Mélodie Sforza. Ludovic Mendes, le 22 juin, c'est donc lundi prochain. Mais l'évolution du protocole sanitaire soulève encore de nombreuses questions chez les enseignants, les directeurs, mais aussi chez les parents d'élèves. Bonsoir Paula Monesti-Andréani. Bonsoir Ludovic Mendes. Alors que les vacances d'été débutent le 4 juillet, soit dans un peu plus de 2 semaines, n'est-ce pas faire prendre des risques sanitaires supérieurs aux bienfaits que pourrait procurer un retour à l'école ? Je pense pas, et c'est pareil pour nous à l'Assemblée nationale. Nous reprenons notre rythme normal à partir du 22. Il y avait eu des annonces qui étaient prévues, et si on regarde, il y a certains parents qui ont aussi besoin aujourd'hui que leur enfant retourne à l'école parce qu'ils ont retrouvé un rythme normal dans leur travail. C'est pas que pour des raisons économiques, mais il y a un besoin aussi pour ces parents. Et certains élèves ont décroché pendant le confinement et l'après-confinement parce qu'ils n'avaient pas cours. Ça leur permet d'avoir une session de rattrapage jusqu'au 4 juillet. Et est-ce que ce serait aussi pour se préparer à septembre plus ? Ça permet aussi de les préparer pour la rentrée de septembre, étant donné que pendant 15 jours, ils vont pouvoir se remettre en fait, dans l'action, voir un peu quelles ont été les lacunes qu'ils ont eues pendant cette période de confinement et être prêts pour la rentrée. Mais pourquoi l'école ne reste pas sur volontariat ? Pourquoi elle ne reste pas volontaire ? On pourrait alléger le protocole tout en laissant aux parents la possibilité d'emmener ou non leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, le risque est quand même beaucoup plus infime qu'on l'a connu. Oui, mais il est toujours présent. Le risque est présent. Il est toujours présent. Mais même si aujourd'hui, moi, j'ai plus de parents qui me disent qu'ils veulent mettre leurs enfants à l'école, mais alors, Ludovic, parce que certaines écoles fonctionnent un jour juste le matin. Vous m'entendez ? Oui, il y a des moments où ça coupe. Je suis désolé, le réseau n'est pas parfait à l'Assemblée. Il n'y a pas de souci, on est tous chez nous, donc c'est normal. Donc, je disais que je rencontre plus de parents qui souhaitent mettre leurs enfants à l'école que de ne pas les mettre, parce qu'ils ont des besoins et qu'aujourd'hui, les écoles ne fonctionnent pas à 100%. Et les besoins, donc, c'est pour leur permettre d'aller travailler uniquement ? Ça peut être pour leur permettre d'aller travailler, mais certains parce qu'ils sont en difficulté aussi pour l'accompagnement de leurs enfants dans les cours qui ont été faits à la maison, et ils se rendent compte que certains de leurs enfants ont des lacunes. Donc, il y a des besoins particuliers. Mais vous ne pensez pas que pour les professeurs, ça a plus un aspect de garderie ? C'est-à-dire qu'il va rester 2 semaines. On sait très bien qu'il y a eu quand même… Le confinement est passé par là et finalement, c'est la fin de l'année scolaire. Donc, ça va plus être retrouver ses amis, ses camarades. Donc, faire garderie, vous ne pensez pas qu'ils peuvent avoir ce point de vue-là, les professeurs ? Ils peuvent avoir ce point de vue. Aujourd'hui, ce que je compte, mais ce n'est pas du tout. Et ils veulent préparer plutôt ces élèves à la rentrée du mois de septembre parce que certains ont vraiment des difficultés. Vous parliez tout à l'heure d'un risque minime de l'épidémie, alors qu'on voit pour autant qu'elle repart en Chine. Vous pensez que c'est sérieux d'obliger vraiment un retour à l'école ? Je parle d'obligation, non pas de volontariat. Après, on peut avoir un débat, mais comme cela a été dit pendant un bon moment, les enfants sont quand même ceux qui sont le moins touchés par le Covid-19, donc le risque est un peu plus faible. Il y a des gestes barrières, il y a des protocoles sanitaires, on ne les envoie pas non plus sans protection. Mais il n'y a pas que des enfants dans les écoles, il y a tout le personnel enseignant, les parents qui vont venir chercher leurs enfants. Il y aura des gestes barrières, il y a des protocoles sanitaires qui vont être aussi pour les parents et pour les enseignants. Après, on peut faire le choix aussi de ne pas remettre l'école, mais j'allais dire que quoi qu'il arrive, selon la décision qu'on va prendre, il y aura toujours des personnes pour la Et comment vous pour une réponse vous faites pour l'ensemble des Français. Comment vous faites pour une classe de 30 élèves, par exemple, dans un local assez exigu, parce qu'on sait qu'il y a des inégalités dues aux locaux qui ne sont pas les mêmes partout et dans toutes les écoles. Comment on fait pour faire respecter des gestes barrières dans cette situation ?
Là, aujourd'hui, je ne peux pas répondre moi de ce point de vue-là. Je sais que les mairies et les académies essaient d'apporter les meilleures réponses. C'est quand même assez rare qu'on ait, on ait 30 élèves dans des très petites classes, parce que les chiffres ont été baissés depuis le lancement avec Emmanuel Macron. Les CP sont dédoublés, les CE1 aussi. Ça commence à être la même chose pour les écoles j'allais dire maternelles. Donc, c'est quand même assez rare aujourd'hui qu'on ait 30 élèves. On en a encore. Mais on essaie de faire en sorte qu'il y ait moins de monde. Et il est possible aussi que certains parents prennent la décision, quoi qu'il arrive, de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Et qu'est-ce que vous faites des enseignants ou des personnes à risque qui seront du coup obligées de revenir? Est-ce qu'il faudra qu'elles se mettent en maladie pour éviter de regagner ces salles de classe où elles pourraient potentiellement être contaminées? Logiquement, les personnes qui sont encore à risque ont droit à un chômage partiel. Ça a été le cas, par exemple, de mon papa, je peux en témoigner. Donc, les personnes qui sont à risque avec des maladies longue durée sont prises en problématique. Donc, le nouveau protocole devrait être disponible demain et dans 5 jours, il sera effectif. Le délai paraît très court pour permettre l'adaptation des écoles aux nouvelles consignes. Comment peut-on passer d'un protocole hyper strict à un protocole fortement allégé en si peu de temps? D'un point de vue pratique, je parle. Vu qu'il est un peu plus allégé, je pense que c'est beaucoup plus simple que quelque chose de drastique. Et aujourd'hui, c'est aux élus locaux, majoritairement dans les écoles primaires, de pouvoir intervenir. Et on va travailler avec eux à leur côté pour que ça puisse être facilité. Et ils ont quand même des discussions menées avec le corps enseignant pour apporter les meilleures réponses. Par exemple, dans le cas du lavage des mains, est-ce que le protocole pourrait être moins strict sur le lavage des mains? Est-ce que parce qu'il n'y a pas assez de lavabo ou parce qu'il n'y a pas assez de savon, je ne sais pas. Est-ce que de ce côté-là, au niveau du matériel, au niveau de ces mesures-là, vous avez quelque chose à dire? Non, pas particulièrement. Et moi qui ai travaillé un peu dans l'hygiène, je sais que c'est important qu'il y ait justement ces mesures d'hygiène qui soient mises en place. Et j'ai vraiment confiance dans les élus locaux qui font tout ce qu'ils peuvent pour mettre tout le matériel nécessaire à disposition dans ces écoles. Faudrait-il faire un Ségur version éducation nationale? C'est-à-dire améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et des outils pédagogiques? Alors, je crois que c'était un peu en cours, ça a été lancé par Jean-Michel Blanquer. Alors, je ne suis pas un spécialiste de l'éducation, mais il y a des discussions qui sont menées. On essaie de laisser plus de liberté aussi aux différents territoires, aux équipes pédagogiques pour améliorer leur quotidien aussi dans le travail. Moi, j'échange beaucoup avec des professeurs dans ma circonscription. C'est le cas, c'est pas encore simplifié. L'éducation nationale est quand même un des ministères, où il y a le plus de personnes et des fois le plus compliqué parce que chaque professeur est un peu indépendant dans sa classe et après il faut travailler tous ensemble. Mais il y a des discussions permanentes avec Jean-Michel Blanquer. Donc justement, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a insisté sur l'aspect pédagogique et psychologique de l'école, d'où la nécessité d'alléger le protocole et de rendre l'école obligatoire. Que fait-on de la peur des enfants, des parents ou encore du personnel scolaire? Je pense que la peur est plus chez les adultes que chez les enfants aujourd'hui, en tout cas pour ceux que moi je rencontre. Et quand on regarde, en général, c'est plutôt les parents ou les professeurs qui ont des peurs. Il est normal d'avoir peur dans cette situation, puisque personne n'est en capacité de prévoir. Ah, je ne vous entends plus. On ne connaît pas. Vous m'entendez? Oui, allez-y. Oui. Je disais que c'est normal que les parents, du moins les adultes, aient peur, parce qu'on n'a pas de réponse claire sur ce que c'est que cette maladie. Elle évolue aussi, on a des réponses presque tous les jours sur les risques potentiels de la Covid-19. Donc il est normal d'avoir peur. Après, il faut essayer de reprendre, j'allais dire tout doucement, une vie normale en tenant ces gestes barrières qui nous permettent d'éviter des contaminations. Merci Ludovic Mendes. Merci Paula Monesti, Andréani. Merci Ludovic Mendes. 20h23 sur Fréquence ESJ It's and Talk. Dans moins de 10 minutes, on évoque le second tour des élections municipales et la place de votre parti, La République En Marche. Pour l'heure, on continue avec les annonces d'Emmanuel Macron, mais cette fois-ci sur la relance économique. Une occasion, selon le chef de l'État, de reconstruire une économie forte, écologique et solidaire. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Ludovic Mendes, bonsoir. Emmanuel Macron a affirmé que les dépenses de l'État pendant la crise ne seront pas remboursées par une hausse des impôts. Est-ce que ça veut dire, Ludovic Mendes, que les Français vont devoir travailler plus? Pas obligatoirement. Ce n'est pas parce qu'on n'augmente pas les impôts qu'on demande automatiquement de travailler plus. Après, il y aura sûrement des besoins.
Et même moi, j'ai rencontré des salariés qui me demandaient à ce qu'on puisse adapter les choses parce qu'ils ont perdu un peu d'argent, que certains ne pourront pas partir en vacances et qu'il y a un besoin de rattraper aussi cette perte financière. Maintenant, ça passe pas que par l'impôt. Il y a l'Union européenne qui va nous donner un coup de main important. Il y a 500 milliards d'euros sur la table. Ça passe aussi par le développement économique. Et aujourd'hui, relever les impôts alors qu'on s'est battu pour les descendre, que ce soit sur l'impôt sur le revenu ou sur la taxe d'habitation, ça serait un non-sens. Après, il y a d'autres solutions peut-être à réfléchir. Et une relance de l'économie peut permettre aussi d'éviter la relance d'impôts. Et c'est quoi, du coup, ces solutions que vous proposez avec La République En Marche, Ludovic Mendes? C'est pas obligatoirement avec La République En Marche, mais c'est vous qui prenez les décisions. De faire différentes. Oui, on est plusieurs. Moi, je peux avoir mes propres propositions et d'autres en auront d'autres. Moi, je sais que j'aimerais que la taxe sur les transactions financières puisse permettre à la relance économique. Après, il y a différentes discussions qui sont menées. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous proposez concrètement à la table des négociations pour relancer cette économie? Alors, étant donné que rien n'est défini pour le moment, je ne peux pas vous apporter plus de réponses. D'accord. Le président assure tout faire pour éviter au maximum des licenciements. Est-ce que ça veut dire toutefois que des licenciements, il y en aura de toute façon? Je pense qu'il a même été clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on va limiter l'impact de cette crise économique, de limiter les licenciements, mais on ne pourra pas les éviter non plus. Il y a certaines petites structures qui sont en grande difficulté. Si les bons de commande ne repartent pas, ça va être compliqué de pouvoir conserver tous ces salariés. Mais le président a expliqué être en relation avec des syndicats et le patronat notamment. Mais quand on sait que le gouvernement n'écoutait pas toujours les recommandations du conseil scientifique pendant la crise, qu'est-ce qui nous dit, Ludovic Mendes, que ces syndicats seront écoutés maintenant? Les syndicats étaient écoutés, mais ce n'est pas parce qu'on les écoute qu'on doit être totalement d'accord avec eux. C'est aussi le débat démocratique. Ce n'est pas parce qu'on échange ensemble sur un sujet qu'on est obligé d'être d'accord. Pareil au niveau des scientifiques. Et quand on disait que c'était les scientifiques qui avaient demandé à ce que ça se passe comme ça, d'autres personnes disaient qu'il fallait prendre des décisions politiques. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué la politique, étant donné que quoi qu'il arrive, on aura toujours une partie de la population qui ne sera pas en accord avec les décisions que nous prenons. Toutefois, avec le gouvernement d'Emmanuel Macron, on a souvent eu une grosse partie de la population qui était dans la rue, parfois pendant des manifestations tous les samedis, on l'a vu avec les Gilets jaunes, qui réclamaient du coup certaines actions qui n'étaient pas prises par le gouvernement. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour avoir une relance économique qui va aller en accord avec les intérêts des travailleurs aujourd'hui, s'ils ne sont pas écoutés? Les travailleurs sont écoutés. Après, de quels syndicats on parle? Il y a certains syndicats qui sont ouverts à la discussion et qui font des propositions, d'autres qui décident de même pas venir autour de la table. C'est aussi la réalité. Après, quand vous dites qu'il y a une grosse partie de la population, oui et non. Parce que quand on regarde le nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui en France et le nombre de personnes qui manifestaient et celles qui râlent, c'est pas autant que ça. Et quand on regarde aujourd'hui les personnes qui font confiance au gouvernement, c'est presque un Français sur deux. Après, il y a aussi ce choc politique qui a été mené en 2017 qui remet en fait en jeu tout le système politique et syndical. Maintenant, est-ce que être un bon syndicaliste, c'est simplement manifester ou c'est trouver une solution territoire par territoire, entreprise par entreprise, pour permettre aux salariés non seulement de se sentir bien, de trouver une formation adéquate et de pouvoir avoir un bon avenir? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Et on a des personnes aujourd'hui qui manifestent en disant qu'on paye trop d'impôts, mais on veut plus de services publics. On veut plus consommer. On dit qu'il faut moins de mondialisation et en même temps, on veut plus d'argent pour encore plus consommer. On est tout le temps dans le oui mais et le non mais. Et c'est assez compliqué quand on fait de la politique de pouvoir répondre à tout le monde. Il y aura toujours une partie de la France qui sera mécontente. Et c'est pas que sur Emmanuel Macron. On disait pareil sur François Hollande, vous parlez de la sur Nicolas Sarkozy. Vous parlez de la mondialisation, Ludovic Mendes. Emmanuel Macron, il désire une Union européenne plus soudée, plus forte et souveraine. Mais en même temps, il parle d'une relocalisation de certains secteurs d'activité. Il désire une France plus autonome et appelle à un patriotisme républicain. Est-ce que c'est pas contradictoire, Ludovic Mendes, Non, de demander les deux? Il ne parle pas simplement de nationalisation ou d'enfermement français. Il l'a dit souvent, c'est l'Europe aujourd'hui. On parle de relocalisation. Oui, mais il l'a dit aussi au niveau européen. Il ne l'a pas dit qu'en France. D'ailleurs, tous les projets qu'on lance, soit sur les batteries ou sur les saisons. Alors, on vous entend pas très bien sur la Covid-19, c'est au niveau européen. Alors, j'essaie de faire de mon mieux, je suis désolé. Vous m'entendez là? C'est bon? Allez-y, ne vous inquiétez pas.
Aujourd'hui, tout se joue au niveau européen. Ça ne se joue pas simplement au niveau national. C'est-à-dire qu'on a besoin de nos alliés européens, qu'ils soient allemands, belges, luxembourgeois, portugais, espagnols, pour redémarrer la machine. C'est le cas avec, par exemple, je l'ai dit tout à l'heure, sur les batteries, je le dis sur le numérique. Et on peut relocaliser en Europe et en même temps en France. C'est-à-dire qu'on a les capacités de le faire sur l'ensemble du territoire européen. Et on est plus fort, tous Européens, les mains liées, que tout seul de notre côté face aux géants mondiaux. Aujourd'hui, lorsqu'on a Emmanuel qui nous propose, qui désire une relance économique écologique également, est-ce que c'est vraiment réalisable? Parce que surtout, en fait, on a vu très rapidement, on a vu en fait une certaine contradiction lorsqu'on promet une économie plus respectueuse de l'environnement et en même temps, on investit des milliards pour acheter Airbus, Air France, Renault, qui sont des compagnies qui polluent énormément. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, Ludovic Mendes? Rapidement, s'il vous plaît, Ludovic Mendes. Il n'y a pas de contradiction, parce que ça a été dit à plusieurs reprises, c'est aussi de les pousser dans la transition écologique. Renault par les voitures électriques, Airbus avec les nouveaux moteurs qui consomment beaucoup moins, et potentiellement demain un plan européen sur l'hydrogène qui nous permettrait d'apporter des réponses complémentaires. Et c'est par la relance économique qu'on pourra faire plus d'écologie, justement, si on veut faire entrer notre industrie dans le 21e siècle. Merci Ludovic Mendes. 20h30 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. On est encore ensemble pour une demi-heure avec vous, Ludovic Mendes, député La République En Marche. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver 20h l'invité en vidéo sur notre chaîne YouTube Fréquence ESJ ou en podcast sur Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et c'est le moment de se pencher sur les élections municipales. Le Conseil scientifique a pris sa décision. Le second tour aura bien lieu le 28 juin. Après un premier tour décevant, La République En Marche risque de ne pas faire mieux au second tour. Mélodie Sforza, vous nous faites un point sur la situation. Hormis les membres du gouvernement, Gérald Darmanin à Tourcoing, Franck Riester à Coulommiers ou encore l'ex-républicain Christophe Béchu à Angers, La République En Marche a enregistré un premier tour des élections municipales décevant. Alors, quand sera-t-il pour le second tour ? Eh bien, selon les chiffres communiqués par le mouvement présidentiel, La République En Marche a passé 76 alliances avec la droite et 33 avec la gauche. Et dans certaines villes, des alliances ont été passées dans l'entre-deux-tours, en particulier avec les Républicains. La République En Marche tente, elle, surtout, de remporter la municipalité face aux écologistes et face à l'extrême gauche. C'est le cas à Strasbourg. Un accord de dernière minute a été passé entre Alain Fontanel de La République En Marche et le républicain Jean-Philippe Vetter pour battre l'écologiste Jeanne Barséguian, arrivé en tête des voix. À Lyon, l'alliance entre La République En Marche et les Républicains, orchestrée par Gérard Collomb, a été dénoncée par le mouvement présidentiel. Idem à Clermont-Ferrand, où l'accord scellé entre Éric Fédy de La République En Marche et le républicain Jean-Pierre Brénat a lui aussi été désapprouvé par En Marche. Et dans ces villes, En Marche ne pourra donc pas revendiquer la victoire en cas de succès de ses désormais ex-candidats. Merci Mélodie Sforza. Maintenant qu'on connaît mieux la situation, on détaille ce sujet avec vous, Ludovic Mendes. J-12 donc avant ce grand rendez-vous du second tour des municipales pour discuter de la position de La République En Marche dans cette course électorale. On retrouve Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Ludovic Mendes. Alors, il y a un mantra qu'on entend souvent chez les hommes politiques, c'est de dire que le mandat de maire, c'est le plus beau que l'on puisse vivre. Alors pourquoi vous ne vous êtes jamais lancé dans la course, Ludovic Mendes ? Alors, je suis désolé, mais j'ai été coupé. C'est-à-dire que j'ai pas entendu la fin de la première intervention et j'ai pas entendu la vôtre. Eh bien, alors, je reprends ma question. Je vous demande, souvent on dit que le mandat de maire, c'est l'un des plus beaux à vivre comme homme politique. Pourquoi vous ne vous êtes jamais lancé, vous, dans un de ces mandats ? Pourquoi n'avoir jamais tenté l'investiture d'une mairie ? Alors, j'ai candidaté sur une liste municipale avant, aux dernières municipales dans ma commune où j'habitais à l'époque. Après, moi, je ne suis pas la personne qui veut faire carrière en politique. Donc, je l'assume et je l'ai toujours dit jusqu'à maintenant. Et pour moi, je trouvais que le plus beau mandat, c'était celui de parlementaire, du moins de député. On partage tous des points de vue différents sur le maire, le président de région, le président de département. Ça dépend aussi de ce que l'on veut faire. Et puis, à 33 ans, je pense qu'au pire des cas, j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas devenu une sorte de mission impossible d'être élu maire avec l'étiquette LREM ? C'est un peu l'impression qu'on a après ce premier tour. Non, c'est pas le cas. Je pense qu'on avait des problématiques d'organisation territoriale. On n'a pas su, après les présidentielles et législatives, faire monter une nouvelle génération sur nos territoires. On s'est aussi confronté à quelques dogmes politiques avec certains partis politiques. Et c'est un peu la réalité aussi du terrain.
Mais il y a aussi la question des maires qui étaient déjà en place. Par exemple, il y a une ville symbole, c'est Lyon, avec Gérard Collomb, où il y a un candidat spirituel à Gérard Collomb. On le rappelle, il avait gagné assez largement en 2014. Et là, il est à la peine dans les sondages. Son candidat, c'est Yann Cucherat. Là, on ne peut pas dire qu'il y a un manque d'ancrage. C'est le candidat spirituel de Gérard Collomb. C'est un passage, c'est à cause de cette étiquette LREM. Pas obligatoirement, parce que si on regarde dans d'autres villes, on parlait de Strasbourg tout à l'heure, Alain Fontanet n'était pas non plus très mal classé. Après, il y a aussi des erreurs humaines qui sont faites, c'est pas simplement une erreur d'étiquette politique. Et d'ailleurs, je crois même que la République En Marche s'est désolidarisée du choix de Gérard Collomb sur l'alliance avec les LR sur Lyon. Mais justement, il s'est désolidarisé. Est-ce que ce n'est pas un petit peu aussi l'une des erreurs de la République En Marche, cette division? Bien sûr, il y a l'exemple de Paris avec Cédric Villani et Agnès Buzyn. Est-ce que ce n'est pas l'image d'un parti complètement divisé qui a péché pour ces élections municipales? Je ne parlerai pas d'un parti divisé, mais d'un parti jeune qui fait encore des erreurs et qui se construit au fur et à mesure du temps. Et moi, je suis partisan d'une grande bannière type Renaissance, comme il existe aujourd'hui au Parlement européen, avec nos différents acolytes à l'Assemblée nationale, Agir, Modem, et de faire en sorte qu'on ait un parti qui nous rassemble tous, un mouvement qui nous rassemble tous, et qu'on ne soit pas tous divisés. Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont élues Modem, qui sont nos alliés, et qui ont été élus sans problème. C'est pas juste l'étiquette La République En Marche, on a fait différents choix, on n'est pas partis simplement tous avec que des candidats à la REM. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Mais justement, vous parliez de vos alliés politiques. Dans de nombreuses villes, la République En Marche s'allie avec les Républicains. Certains y voient ici un virage à droite. Ça marque selon vous vraiment ce virage? Le candidat Europe Écologie Les Verts de Bordeaux, par exemple, Pierre Humrink, lui, dit que c'est une entente nationale, carrément. Alors, il n'y a pas d'entente nationale et puis il a un peu de mauvaise foi étant donné que notre candidat lui a proposé de discuter et qu'il a refusé. Et si on regarde bien, il y a eu même des tensions au niveau de la gauche. Le PS ne s'est pas allié à chaque fois avec Europe Écologie Les Verts. Chacun essaie de jouer sa partition. Nous, on essaie de discuter parce qu'on est pragmatique. Et le but, c'est pas simplement d'être là pour faire la guerre à tout le monde et de dire simplement l'étiquette La République En Marche. On a des citoyens, il y a des propositions à faire dans les territoires. À partir de là, on discute avec celui qui accepte d'ouvrir la porte. Et d'ailleurs, on l'a dit aussi, il y a 30% des discussions qui ont été menées avec le Parti Socialiste et d'autres avec Europe Écologie Les Verts, malheureusement sans accords finaux. Donc, selon lui, ce serait pour sauver des mairies importantes, parce qu'il y a Strasbourg, Lyon, Bordeaux, où les écologistes ont fait de très bons scores. Il n'y a pas du tout une volonté d'empêcher les écologistes d'accéder à de grandes villes, plutôt que de garder les partis traditionnels qui ont été ou qui y sont encore. Moi, j'aurais aimé que les écologistes soient plus ouverts parfois, et ça aurait pu permettre de discussion. L'écologie, ce n'est pas simplement la gauche ou la droite. Je pense qu'on est tous concernés par l'écologie. On aurait dû discuter ensemble. Après, il y a aussi les dogmes politiques. Et on le voit par rapport à nos différentes discussions. Une partie de la population qui est mécontente. Donc, certains essaient de répondre à une partie de la population. Mais même si les partis historiques disent que l'écologie se joue aussi sur leur terrain et que l'Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole, force est de constater qu'au premier tour, ils ont fait de gros scores. Est-ce que ça appelle pas à faire plus d'efforts de la part de la République En Marche, par exemple, du côté de l'écologie, aller encore plus loin? On essaie quand même de faire pas mal de choses et on attend les propositions aussi du président. Il y a la Convention citoyenne qui va apporter ses positions et ses propositions prochainement. On a des discussions aussi à l'Assemblée nationale. Après, il faut regarder l'analyse électorale. Le parti Europe Écologie récupère aussi beaucoup de déçus des partis de gauche classiques comme le Parti Socialiste ou le Parti Radical de gauche qui, dans certains endroits, a complètement disparu au profit d'Europe Écologie Les Verts. Mais vous parliez d'attendre les propositions du président. On a l'impression que LREM, c'est le parti d'un homme et que sans Emmanuel Macron à sa tête, le parti pourrait presque disparaître instantanément. Est-ce que la République En Marche va survivre jusqu'en 2022, après des élections législatives qui ont fait des bons scores, mais des sénatoriales ensuite plus timides, des européennes marquées par la victoire du Rassemblement national, et maintenant ce revers au premier tour des municipales? Est-ce que le parti va même survivre jusqu'en 2022? Bien sûr qu'il va survivre. Après, comme j'ai dit, moi, j'aspire à une grande bannière de rassemblement, on va dire, démocrate, social-libéral, avec nos alliés d'Agir et du Modem. Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas parlé que d'Emmanuel Macron. J'ai aussi parlé de la Convention citoyenne et des travaux parlementaires. Et il faut qu'on travaille de plus en plus avec les personnes sur les territoires. Tout ne peut pas se décider à Paris. Et ça, c'est important de le rappeler. Et oui, on sera là en 2022 et j'espère qu'on sera là unis et pas désunis.
Et Emmanuel Macron, on en a parlé comme un petit peu le chef de LREM. Est-ce que s'il y a une coalition avec d'autres partis, on pourrait imaginer quelqu'un d'autre à la tête de ce parti-là? Sûrement. Après, c'est des discussions qu'on devra mener. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Moi, j'aspire à ce rassemblement. Stanislas Guerini fait très bien son travail pour le moment. On peut toujours s'améliorer parce qu'on ne peut pas non plus laisser, tout ça dans les mains d'une seule personne. Et il faut qu'on soit vraiment tous ensemble pour avancer. Aujourd'hui, c'est assez compliqué parce que chaque parti travaille dans son coin et on devrait travailler tous ensemble. C'est une vraie critique que je formule là, étant donné que ça nous pose des véritables problématiques sur les territoires dans les différentes ententes. Merci Ludovic Mendes. 20h39 sur Fréquence ESJ, Hits and Talk, le 28 juin. Ne manquez pas d'ailleurs la grande soirée électorale de Fréquence ESJ. Nous serons en direct pour suivre avec vous ce second tour des municipales. En attendant, on est ensemble jusqu'à 21h. Et tout de suite, on aborde la question des violences policières. Samedi, de nouvelles manifestations se sont tenues en France contre celle-ci. Plus de 15 000 personnes étaient présentes à Paris. Ils dénonçaient une fois de plus le racisme dans la police et l'impunité dont bénéficieraient les agents. Axel Rebaud. Ludovic Mendes, est-ce qu'il y a un problème de racisme et de violence dans la police française aujourd'hui? Comme dans une bonne partie de la population. Ce n'est pas toute la police, mais dans une partie de la population, je pense qu'on vit un racisme décomplexé, une forme de discrimination latente, et on doit y répondre, que ce soit dans la police, que ce soit au sein même de n'importe où, en fait, j'allais dire, dans la population, parce que la lutte contre les discriminations sont un délit, et il faut y répondre. Après, sur la violence, la police répond aussi à une violence importante, et il faut le rappeler. Il y a des parties, alors il y a des réponses, des fois peut-être un peu trop agressives, mais quand on voit encore ce qui s'est passé cet après-midi aux Invalides, on peut trouver à peu près normal que la police réponde aussi fortement aux agressions qu'elle subit. Justement, aujourd'hui, il y avait une manifestation pour l'hôpital public, et donc de nombreuses vidéos sont déjà sorties sur Internet, notamment sur Twitter, où on peut voir vidéo à l'appui, un tweet qui explique une infirmière vient de se faire interpeller violemment, elle crie « Je veux ma ventoline », reçoit le poids des policiers sur son corps. Est-ce que pour contrôler une infirmière qui demande sa ventoline, on a besoin d'un plaquage ventral et de 3 policiers sur cette infirmière? Alors, j'ai vu et les tweets et cette vidéo. Je pense qu'on peut apporter d'autres réponses à ces moments de manifestation très compliqués. Après, dans l'action, je pense que ni vous ni moi ne savons comment on pourrait réagir. Et c'est aussi cette réalité-là. Après, il faut trouver d'autres solutions. Mais vous comprenez que c'est pour ça que les policiers sont censés être sélectionnés pour leurs compétences. Il doit y avoir des tests. N'importe qui ne peut pas devenir policier aujourd'hui. Non, mais on est bien d'accord. C'est censé être la police. On est bien d'accord. Sauf que regardez bien les vidéos complètes de ce journaliste aujourd'hui, puisqu'il a montré une partie sur les 1h45 qu'il a filmé. Ce que ont vécu les policiers pendant 1h30 était une violence importante. Et ça, il faut aussi le dénoncer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dénonce les violences envers la police. Ça ne va pas juste dans un sens. La police répond aussi à une forme de violence. Après, oui, vous avez raison sur un point, c'est qu'on peut essayer de trouver des solutions pour interpeller des personnes avec moins d'agressivité, surtout quand une personne demande sa ventoline et qu'elle a des difficultés à respirer. Après, avec le casque sur la tête, il y a pas mal de choses qui peuvent expliquer, je ne dis pas justifier, je ne dis pas effacer cette réalité, mais qui peuvent expliquer les problématiques vécues sur le terrain. Selon vous, est-ce qu'il y a une impunité pour certains agents qui commettraient des violences? Non, en tout cas dans parce la police en général. L'IGPN a été saisi à plusieurs reprises, il y a eu plusieurs montées de dossiers, on l'a parlé pendant les manifestations de Gilets jaunes, on l'a vu à plusieurs reprises, certains ont été démis de leurs fonctions, d'autres ont eu des condamnations. Maintenant, il faut trouver des réponses complémentaires. Et je pense en vérité, durant la crise des Gilets jaunes, on a vu plusieurs milliers de condamnations pour des manifestants, dont un tiers ont eu des condamnations fermes. De l'autre côté, on a eu seulement 2 condamnations à ce jour pour des policiers. Pour violence volontaire, ils ont été tous les 2 condamnés à 2 mois de sursis. Est-ce qu'il n'y a pas un problème vis-à-vis des condamnations de la police? Est-ce qu'en France, on a du mal à condamner la police? Non, on n'a pas du mal à condamner la police. Et la preuve, c'est que je me permets de le dire. Je l'ai même fait, moi, publiquement sur des plateaux télévisés. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites et qui ne doivent pas arriver. Et on doit éviter que ça puisse arriver. Donc, ça passe aussi par la formation. Je voudrais juste qu'on rappelle quelque chose. Ce n'est pas simplement pour défendre la police, mais on a en face de nous des êtres humains, comme nous, qui tous les samedis ont pris sur la tête des pavés. Tous les samedis se sont fait insulter, ont vu des villes cramées. Et je pense que humainement, il peut arriver à tout le monde de pouvoir perdre son sang-froid et de temps en temps faire des choses répréhensibles. Par contre,
On a vu d'autres choses, comme certains tirs tendus de grenades ou autres, qui ne sont pas tolérables. Et les personnes-là, il faut juste la preuve de savoir qui l'a fait. Et à partir de là, l'IGPN fait son travail. Et j'ai toute confiance dans l'IGPN, qui n'est pas quelque chose qui est rattaché directement à l'État. Même si c'est rattaché à la police, c'est la police des polices. Et l'IGPN fait très bien son travail. On a vu par exemple la justice. En décembre 2018, par exemple, cette femme de 80 ans qui a été tuée par un tir de grenade à la tête alors qu'elle était chez elle sur sa terrasse lors d'une manifestation des Gilets jaunes. On n'a jamais su qui était ce policier. Pourtant, normalement, sa brigade est censée le savoir. Pour vous, il n'y a aucun problème d'une institution qui va cacher, qui va protéger ces policiers ? Cacher ces policiers et les protéger, peut-être, parfois, mais je ne pense pas qu'il y ait un problème dans l'institution elle-même. Hein, ce n'est pas toute l'institution qui est comme ça. Après, vous l'avez dit, on ne sait pas aujourd'hui qui l'a tiré. Il y a peut-être eu aussi des erreurs à ce moment-là. Mais de mémoire, il faudrait qu'on vérifie, parce qu'une personne tuée à sa fenêtre par la grenade, j'en ai pas souvenir. Si, décembre 2018, une femme de 80 ans qui a reçu un tir de grenade à la tête. Sinon, Christophe Castaner a finalement cédé aux policiers en colère. La technique controversée de l'étranglement est finalement conservée. Ludovic Mendes, est-ce que le gouvernement il est soumis à sa police aujourd'hui ? Soumis à sa police, non. Quand on voit les réactions des syndicats suite aux déclarations de Christophe Castaner, je ne dirais pas ça. C'est même plutôt l'inverse. Pourtant, l'impression que ça donne lorsque la police part en manifestation et obtient immédiatement ce qu'elle exige. Au sujet de la clé d'étranglement, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, il expliquait en conférence de presse le 8 juin que c'était une méthode qui comportait des dangers. Elle avait notamment été employée lors de l'interpellation de Cédric Chouviat, décédé lors de son arrestation en janvier dernier. Pourquoi, si elle comporte de tels risques, on continue de l'utiliser aujourd'hui, Ludovic Mendes ? Alors, ce qui a été dit, c'est que le mieux, au pire des cas, pour maîtriser quelqu'un, c'est d'utiliser le taser. Et dans des cas exceptionnels, potentiellement, d'utiliser cette technique de blocage. Mais le but, ce n'est pas de l'utiliser à chaque fois. Oui, il y a des problématiques sur certaines pratiques, mais parce que dans l'urgence, si, j'allais dire, on était tous un peu plus coopératifs, il y aurait aussi beaucoup moins de problèmes. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement cède si facilement à la police, là où des mois, voire plus d'une année de manifestation, par exemple des Gilets jaunes, n'ont pas suffi à faire plier le gouvernement ? Mais le gouvernement n'a pas cédé à la police. Il a trouvé un accord avec eux. Il y a eu un rétropédalage clair. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, disait que la clé d'étranglement allait être abandonnée, n'allait plus être enseignée. Finalement, ils l'ont conservée. C'est une concession. Il a dit dans certains cas. Il a dit dans certains cas, ça va être il va y avoir une documentation pour le mettre au clair. Aujourd'hui, on attend aussi toutes ces données-là. Après, il faut, on a besoin des agents de police. L'agent de police, comme j'ai dit tout à l'heure, a pris aussi beaucoup dans la figure pendant des mois. Quand on a les attentats, on est content de les applaudir. Et après, dans la manifestation d'après, on veut leur jeter des pavés à la tête. Ça ne peut pas être non plus comme ça. Garant du respect de la République et des lois. Là-dessus, on est totalement d'accord. On ne peut pas tout laisser passer. Il faut condamner ceux qui font des erreurs et qui sont hyper agressifs ou qui tiennent des propos racistes. Mais on ne doit surtout pas faire en sorte de dire que toute la police est concernée, parce que ce n'est pas le cas. Merci Ludovic Mendes. 20h47 sur Fréquence ESJ It's and Talk. À présent, on aborde des sujets qui ont fait l'actualité ces derniers jours et auxquels vous avez pu prêter attention, Ludovic Mendes. Au programme, le service public de l'insertion, la pornographie et le football. Mélodie Sforza, vous nous expliquez un peu tout ça. Une cinquantaine de députés de la majorité ont appelé à lancer le service public de l'insertion samedi dernier. Ce service est dédié aux personnes les plus vulnérables et les plus éloignées du marché du travail. Lancé en septembre 2019 par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, et par Christelle Dubos, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé, la réforme du service public de l'insertion est plus que jamais essentielle. Et cette réforme, Mélodie, se construit autour de 3 axes. Tout d'abord, il faut personnaliser le parcours du demandeur d'emploi pour qu'il puisse trouver du travail plus facilement et devenir autonome. Il faut également développer les actions autour de l'insertion, donc développer des centres d'action sociale, les caisses d'allocation familiale pour qu'il y ait davantage d'échanges. Et le troisième axe, c'est bien sûr le financement. Le gouvernement s'engage à débloquer 5 millions d'euros pour expérimenter le service public de l'insertion. Autre sujet, la législation sur les sites pornographiques a changé. Les sénateurs ont voté la semaine dernière un amendement. L'accès aux mineurs est très contrôlé désormais. Avant que cet amendement ne soit voté, il suffisait de cliquer sur un bouton pour certifier que l'on a plus de 18 ans. Forcément, c'était assez facile de tricher.
Le Sénat a donc durci l'accès au site pour adultes. À présent, pour chaque inscription, l'internaute devra saisir ses coordonnées bancaires, numériser sa pièce d'identité ou passer par le site administratif des impôts France Connect. Et en ce qui concerne la reprise de la saison de football, il faudra attendre la prochaine intervention du Premier ministre en fin de semaine. Jusqu'au 22 juin, les sports de contact, y compris le collectif, resteront en stand-by, a annoncé la ministre du Sport sur RTL. La saison de rugby reprendra quant à elle le 4 septembre. Pour le foot, la date reste inconnue. Ce manque d'informations entraîne une grande perte d'argent pour le milieu du foot et un manque d'attractivité au niveau international. Et le secteur sportif doit attendre la fin du mois pour avoir plus d'informations. Merci Mélodie Sforza. Maintenant qu'on y voit un peu plus clair, on s'intéresse à votre opinion sur ces points, Ludovic Mendes. Pour commencer, retour sur le service public de l'insertion, Bastien Cochet. Alors, Bastien Cochet, on ne vous entend pas. Peut-être un problème de micro. Effectivement, je suis là. Ludovic Mendes, vous parlez dans la tribune parue dans le JDD et signée avec plusieurs autres députés que la crise que nous allons traverser sera pire que celle de 2008, plongeant de nombreuses personnes dans la précarité. L'année dernière, elle a été marquée par les gilets jaunes. Est-ce que cette fois-ci, ce ne sera pas la crise de trop ? Alors, Ludovic Mendes, allez-y. Vous m'entendez ? Oui, allez-y. Alors, il faudrait juste pas confondre la crise des Gilets jaunes ou alors les manifestations des Gilets jaunes avec la crise potentielle qui va arriver d'un point de vue économique et social et de précarité suite à la crise du Covid-19. Non seulement les Gilets jaunes ne sont pas tous dans la même situation. Moi, j'ai rencontré des personnes Gilets jaunes avec 3 500 € par mois. Donc, on n'est pas dans une précarité importante. Ce n'étaient pas les mêmes demandes. Ce service d'insertion public est important parce que dans certains territoires, il y a beaucoup trop d'intervenants et il faut simplifier les systèmes. Quand on a, par exemple, le département qui intervient, quand on a le Pôle emploi, quand on regarde un peu les CCAS, les services des missions locales, il y a beaucoup d'intervenants et des fois, c'est un parcours du combattant pour réussir à se réintégrer par l'emploi et il faut pouvoir les accompagner aussi sur le niveau, j'allais dire, qualifiant et diplômant. Alors, vous voulez coupler le service public de l'insertion avec l'octroi du revenu universel d'activité, dans ce qu'on peut lire dans cette tribune du JDD. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne un peu du flicage pour ceux qui n'ont pas de revenus et qui voudraient toucher ce futur revenu universel d'activité ? C'est pas du flicage. Après, on a des droits et des devoirs. Ça veut dire que l'État essaie d'apporter des réponses aux personnes les plus en difficulté, les plus précarisées. Notre devoir, quand on est concerné, c'est d'essayer de pouvoir trouver un emploi ou une formation qui nous remettrait le pied à l'étrier dans l'insertion économique. Aujourd'hui, on n'est pas dans le flicage, on est juste dans l'accompagnement, un peu plus dans le contrôle, et ça permettrait aussi de casser, j'allais dire, cette impression qu'ont certains Français qu'il y a des assistés en France qui profitent d'un système, car c'est faux. Même s'il y a parfois quelques brebis galeuses, c'est totalement faux. Et derrière, ça permet de mieux les accompagner. Si on n'accompagne pas ces personnes en les contrôlant, on ne pourra pas les accompagner du tout. Pour ce qui est du texte qui a été voté pour restreindre l'accès des mineurs à la pornographie sur Internet, passer par France Connect ou entrer ses coordonnées bancaires ou encore scanner sa carte d'identité, vous comprenez que ça puisse rebuter beaucoup d'utilisateurs ? Et j'ai même peur qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les VPN soient vraiment très utilisés pour contourner le système. Il faut absolument que les fournisseurs de ces tubes et de ces accès pornographiques apportent autre chose qu'un simple clic sur le « j'ai plus de 18 ans ». Mais pour moi, le débat n'est pas complet. Parce qu'on ne parle toujours pas des problèmes de la pornographie, de la manière dont c'est tourné, de la situation des femmes dans ces films et la manière dont les acteurs et les actrices sont traités et leurs droits à l'oubli dans le temps. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a un peu masqué le débat sur la pornographie. On devrait avoir un débat qui soit plus complet que simplement le blocage de l'accès. Et on doit mettre en plus une éducation à la sexualité dans les collèges et des lycées. Aujourd'hui, on n'en parle pas du tout. Mais alors justement, sur Twitter, vous avez réagi en postant un article à ce sujet et vous avez dit qu'il serait bon de regarder de plus près cette industrie qui considère la femme comme un vulgaire objet. Qu'est-ce que vous entendez par là de regarder plus près ? Ce serait quoi ? Ce serait un contrôle plutôt de ce qui est produit sur les films pornographiques ? Alors, peut-être pas un contrôle sur ce qui est produit. Il faut laisser la liberté au producteur de produire ce qu'il veut. Il y a des acteurs et des actrices qui font le choix de certaines scènes. D'autres sont un peu plus contraintes. Et c'est souvent des femmes. Et j'aimerais bien qu'il y ait des contrats clairs, nets, qui permettent la protection de la personne qui est acteur ou actrice, que soit garanti le revenu par rapport aux scènes qui sont tournées et un droit à l'oubli. Parce qu'aujourd'hui, alors, c'est cliché, mais quand on est un homme, on est vu comme une star. Quand on est une femme, on trouve ça pas bien. Et ça nous suit toutes. J'allais dire, on est vu comme
quelqu'un de facile et on reçoit parfois des insultes. Et retrouver un emploi quand un collègue est tombé sur une des vidéos, c'est très compliqué. C'est une forme de discrimination. On doit les protéger aussi. Vous parliez tout à l'heure de l'utilisation de VPN qui servent à crypter les données et avoir une adresse IP dans un pays étranger. Justement, c'est très facile donc, de se procurer un VPN aujourd'hui. Ça rendrait caduque la mesure donc, de rentrer sa carte d'identité ou sa carte bancaire. Comment est-ce qu'on fait pour limiter l'utilisation de ces VPN? Est-ce que vous voulez les interdire? Est-ce que vous voulez les restreindre en France? Je pense que c'est compliqué de les interdire. Après, je parlais de VPN, c'est facile pour un adulte. Après, pour un jeune entre 12 et 16 ans, mettre en place un VPN, c'est beaucoup plus complexe. Donc après, il faut regarder... Les jeunes sont de plus en plus connectés aujourd'hui. Il faut pas se leurrer. Ils trouveront, en plus, ils seront sûrement les plus motivés pour trouver des alternatives. Mais même quand on parle de VPN, je pense que beaucoup de personnes, si on nous regarde, se demandent de quoi on parle. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Après, oui, il faut trouver une solution. Je ne suis pas sûr que France Connect soit la bonne solution. Les Australiens ont essayé la reconnaissance faciale. Les Anglais ont voulu mettre en place des systèmes avec les boîtes justement qui fournissent ces tubes et ces films pornographiques. Ça ne fonctionne pas non plus. En plus, c'est un problème qui est mondial. Il n'est pas simplement français, mais il y a un vrai débat sur la pornographie. Alors, enfin... Concernant la Ligue 1 et le football français, on en parle parce que le sport est souvent politique et là, il concerne carrément toute une économie du secteur. Est-ce qu'on n'a pas arrêté trop tôt? Est-ce que Édouard Philippe n'a pas condamné le football français et le sport français plus généralement en annonçant il y a 1 mois et demi déjà que la saison 2019-2020 de sport professionnel ne reprendrait pas? Alors, il y a un vrai débat sur le sujet. On sait qu'il y a aussi beaucoup de plans d'accompagnement pour ces clubs. Hein. On parle beaucoup du foot, mais il faut aussi parler des clubs de rugby qui sont concernés, les clubs de basketball, de handball, qui aujourd'hui sont dans les mêmes difficultés financières, qui ont vu leur championnat s'arrêter aussi. Après, on sait qu'il y a surtout un président de club qui râle beaucoup, qui est Jean-Michel Aulas. On a arrêté peut-être trop tôt, tous les clubs mais si on ne l'avait pas fait, on aurait pu aussi le reprocher. On est d'accord, sauf que personne n'avait de visibilité sur cette crise de la Covid. On a un état d'urgence sanitaire qui s'arrête au 10 juillet. La décision a Alors, on vous entend mal, Ludovic Mendes, mais en tout cas, merci pour vos réponses. Merci Ludovic Mendes, merci Bastien Cochet. 20h56 sur Fréquence ESJ, It's and Talk, 20h l'invité, c'est bientôt terminé, mais on profite des dernières minutes avec vous, Ludovic Mendes, pour faire un dernier point sur l'actualité à venir cette semaine. C'est l'agenda politique avec Théo Grévin, et on commence avec un débat très attendu demain soir. Un débat qui va se tenir, demain soir entre les 3 candidates à la mairie de Paris, car le second tour des élections municipales approche. Il se déroulera le 28 juin prochain. À Paris, le dernier sondage en date donne Anne Hidalgo largement gagnante devant Agnès Buzyn et Rachida Dati. La liste emmenée par la candidate du PS qui s'est alliée à celle des écologistes et du Parti communiste arriverait largement en tête du scrutin dimanche 28 juin, avec 44% des sondés qui disent en effet avoir l'intention de voter pour la maire sortante. Anne Hidalgo devancerait ainsi largement la liste de Rachida Dati, créditée de 33%, et celle de la candidate LREM Agnès Buzyn, qui pourrait se satisfaire de 20% des voix. Et jeudi, les fédérations FO du transport et de l'hôtellerie-restauration seront reçues à Matignon. Leur visite à Matignon tournera autour de la question des travailleurs saisonniers, car avec la crise du coronavirus, il y aura moins d'embauches pour l'été, mais pour beaucoup d'étudiants, par exemple, ce salaire permet de mieux préparer la rentrée. Problème pour le moment, le secteur industriel n'a pas forcément repris tous ses intérimaires habituels et n'est pas en passe de proposer les emplois étudiants. C'est pareil pour l'hôtellerie-restauration qui vient à peine de reprendre, donc il n'y aura pas d'embauche sans un véritable retour à la normale. Pour cette période estivale, les perspectives restent donc encore floues et pour l'heure, Pôle emploi a constaté une baisse de 30% des offres saisonnières par rapport à l'année dernière. Ludovic Mendes, quelles mesures doivent être prises pour tous ceux qui se retrouvent sans ces emplois saisonniers cet été? Alors ça dépend, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place sur les intermittents du spectacle, les permis de temps, les extras dans la restauration. Dans le transport, on ne parle pas simplement de travailleurs saisonniers, mais il y a des besoins dans l'agriculture, il y a des besoins dans certains domaines où on a très peu de personnes qui vont travailler. C'est le cas aussi dans le bâtiment. Donc, il y a toujours possibilité de trouver des emplois saisonniers. Alors, peut-être moins agréable que quand on fait le service dans un restaurant pour certaines personnes, parce que c'est plus physique, mais il y a une possibilité de trouver un emploi. Après, oui, c'est une période très compliquée. C'est la première fois qu'on connaît cette partie, j'allais dire, aussi dure, avec une économie mondiale qui est totalement à l'arrêt. Donc, il faut trouver des solutions. Mais travailleur saisonnier, ce n'est pas un travailleur, j'allais dire,
qui est concerné par le chômage, étant donné que ce n'est pas une personne qui a perdu son emploi ou qui était en fin de parcours et qui avait besoin de retrouver un emploi. C'est une autre problématique. Il y a des propositions qui vont être faites pour les étudiants spécifiquement, pour les accompagner, parce que justement, ils n'auront pas cette possibilité de travailler cet été. Merci Ludovic Mendes. Merci Ludovic Mendes, merci Théo Grévin. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. 20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et merci à vous Ludovic Mendes d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de la 2e circonscription de la Moselle. Le prochain rendez-vous politique sur Fréquence ESJ, c'est mardi prochain, toujours de 20h à 21h en live sur le Facebook de Fréquence ESJ. Demain, Bastien Cochet et toute l'équipe de Storytelling reçoivent un chanteur que vous connaissez sûrement très bien. Il a signé Je te donne avec son ami Jean-Jacques Goldman. C'est Michael Jones qui sera en direct sur Fréquence ESJ. Rendez-vous demain soir de 20h à 21h sur notre page Facebook. Et vendredi, ne manquez pas Time Break de 21h à minuit. Votre émission de débat, de bons plans, de jeux, tout ça en musique et dans la bonne humeur. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux de Fréquence ESJ, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.